Permettez-moi de vous dire que cette opération financière de grande ampleur nous inquiète particulièrement pour les salariés du groupe Suez. Les risques de casse sociale dans cette lutte entre deux géants français doivent nous alerter. L'emploi doit être préservé sur nos territoires. Pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, je pense notamment aux 4000 salariés du groupe Suez répartis dans différents sites régionaux. Donc je me permets une question directe. À court terme, pour les potentielles négociations à venir, que proposez-vous pour préserver les salariés et les emplois? Et à moyen terme, si jamais l'opération n'aboutit pas, que prévoyez-vous pour définitivement rassurer les salariés de votre groupe? Ce que nous faisons, c'est toujours des plans de transformation où on essaye à chaque fois de repositionner les équipes sur des activités nouvelles. Il y a pas mal de flexibilité dans ce sens-là. Voilà, si je prends l'exemple, nous, en 10 ans, il n'y a pas eu un plan social chez Suez. La Veolia en a eu 3 ou 4, je crois, de plan social. Alors que les enjeux de la transition écologique devraient être au cœur de nos discussions, le démantèlement du groupe EDF par le projet Hercule pourrait profondément remettre en cause nos choix en matière d'énergie et conduire à une perte de notre indépendance énergétique. Dans le projet d'Hercule, la société Enedis serait intégrée à une filiale dont le capital serait ouvert au privé, 35% je crois. Est-ce que les logiques financières permettront de gérer un réseau de distribution performant et également réparti? Maintenir un tarif identique du kilowattheure pour l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit l'endroit où ils habitent, est une mesure de justice sociale. Le groupe socialiste, écologique et républicain s'opposera avec fermeté au démantèlement du groupe EDF. Je vais revenir sur le projet Hercule. Récemment, un journal du soir a annoncé plus ou moins le blocage des négociations entre la Commission européenne et vous-même. Je voudrais simplement savoir, vous avez dit que vous étiez en cours de négociation avec Madame la ministre Pompili. Je voudrais savoir où vous en êtes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce qu'on entend presque dire que le projet Hercule serait mis au garage jusqu'en 2022. Donc, Vous m'avez aussi interrogé, M. Tissot, sur le blocage des négociations avec la Commission européenne. Il n'y a pas de blocage des négociations sur EDF. Je poursuis mes discussions avec Madame Vestager. C'est une négociation qui est difficile, chacun le sait, parce que les enjeux sont importants, mais nous avons une qualité de relation excellente avec Madame Vestager qui doit nous permettre, sur les différents sujets, de progresser. Vous avez déclaré en décembre dernier, l'électricité verte est en passe de devenir le nouveau pétrole. Quel est selon vous le meilleur modèle économique pour le développement des énergies renouvelables? Je ne crois pas qu'il y ait un modèle. Il y a tellement de pays, de réglementations différentes et de technologies différentes. Et les technologies évoluent très vite. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que effectivement, l'avenir de nos énergétiques, de nos sociétés, va être dans l'électrification, mais la pénétration de l'électricité dans toutes les activités, on le voit bien dans l'automobile par exemple, va s'accentuer, et ça ne sera bon pour la société que si cette électricité est verte. À propos de l'Europe de l'énergie, qui, au même titre que l'Europe sociale, tarde malheureusement à se mettre en place, ce retard représente un véritable frein à la souveraineté énergétique européenne et au chemin que devra emprunter l'Union européenne et la France pour être le leader ou les leaders de la transition énergétique. Selon vous, donc c'est ma première question, quel rôle devrait pouvoir jouer la France pour permettre cette Europe de l'énergie et être un acteur puissant? Et comment Engie peut-il participer à ce cheminement? Alors que nous sortons juste de l'hiver 2021, l'utilisation à 22 reprises de la centrale à charbon de Saint-Avold et l'importation d'électricité d'origine allemande, produite à 40% par des ressources fossiles, sonnent comme des échecs pour la décarbonation de notre énergie.
Afin de mettre en cohérence la politique énergétique de notre pays avec les ambitions environnementales fixées par les accords de Paris, seule une véritable planification de la transition écologique permettra de programmer sur le long terme la décarbonation de nos modes de production et la transformation de nos modes de consommation. Ce contexte implique que le gouvernement et la représentation nationale doivent disposer d'une vraie capacité à mettre en œuvre une politique énergétique maîtrisée et souveraine. Pourtant, en se désengageant progressivement de certains grands groupes du secteur de l'énergie, le gouvernement se prive de ses capacités d'agir et nie totalement l'importance de l'État stratège. La question d'un véritable service public de l'énergie mérite d'être posée et ne doit pas être balayée d'un revers de main. Aujourd'hui, la France est le deuxième producteur européen d'hydroélectricité qui représente 13% de notre production d'électricité totale. Ainsi, elle constitue notre première source d'énergie renouvelable. Par la variété de leurs usages et leur importance dans l'aménagement de nos territoires ruraux, les concessions hydroélectriques nécessitent d'être pleinement intégrées dans la politique énergétique de notre pays. Les maires et présidents de PCI doivent être, dès la conception, et pour chaque modification, associés au projet et à la mise en œuvre des installations hydroélectriques. J'ai déposé un amendement dans ce sens, afin que les élus soient associés le plus en amont possible pour chaque décision envisagée concernant l'organisation d'une concession hydraulique.